située dans une rue grise de la banlieue des Aubervilliers. Le nom de la résidence était bien trop flatteur. La seule vue que j'y avais était le parking et un supermarché hard discount et un bureau de tabac avec des barreaux aux fenêtres. J'y avais 72 ans, j'y étais sorti de la prison de Fresnes depuis 3 ans, et j'y avais tué ma femme. C'est du moins ce que mon fils croyait. C'est ce que le jury avait cru. C'est ce que tout Paris avait pensé en lisant les gros titres. La femme d'un éminent chirurgien meurt dans une collision. Le mari inculpé pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique. L'appartement était glacial. En ce mois de février, le propriétaire maintenait le chauffage au strict minimum légal. J'y ai remonté la couverture rêche jusqu'à mon menton en écoutant la télévision du voisin à travers la cloison fine. Un jeu télévisé. Des applaudissements. Quelqu'un venait de gagner quelque chose. Je n'avais rien gagné depuis bien trop longtemps. Mon téléphone a vibré sur la table basse. J'y ai failli ne pas répondre. Plus personne ne m'appelait. Les gens qui avaient connu le docteur Jean-Pierre Beaumont, le chirurgien cardiaque qui avait pratiqué plus de 2000 opérations réussies, qui avait enseigné à la faculté de médecine de la Sorbonne, qui vivait dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine valant plusieurs millions d'euros. Ces gens-là avaient cessé de m'appeler dès que les voitures de police s'étaient garées devant ma porte. Mais j'y ai répondu, car quand on n'a plus rien, même les faux numéros ressemblent à un lien social. Est-ce bien Jean-Pierre Beaumont? Une voix de femme. Professionnelle, prononciation soignée. C'est moi. Monsieur Beaumont, je suis maître Claire Delaunay, du cabinet des avocats situé à La Défense. Je vous appelle au sujet de la succession des Isabelle Beaumont. Le nom de ma défunte épouse. Je me suis redressé. La couverture a glissé. Je ne comprends pas, ai-je dit. Une affaire requiert votre présence. La lecture finale du testament de Madame Beaumont a été fixée à jeudi, 14 h. Nous sommes situés dans la tour First, 48e étage. Pourrez-vous être présent? Pourquoi le ferais-je? Je me suis arrêté. J'y ai été condamné pour sa mort. Je comprends, monsieur Beaumont. Cependant, vous êtes nommé dans le testament. Votre présence est demandée. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à ce numéro. Elle a raccroché avant que je ne puisse ajouter un mot. J'y ai fixé le téléphone. Isabelle était morte depuis 5 ans. J'y avais passé 3 de ces années derrière les barreaux. Quand je suis sorti, il ne restait rien. Plus de maison, plus d'argent, plus de fils. Mathieu s'en était assuré. Il avait vendu l'hôtel particulier, liquidé tout ce qu'il pouvait et ne m'avait plus jamais adressé la parole. La dernière fois que je l'avais vu, c'était au tribunal, assis derrière le procureur, le visage sculpté dans la pierre. Il avait 31 ans maintenant. J'y avais perdu la notion du temps. J'y ai essayé de me rendormir, mais la tache des humidités continuait de ressembler à une carte. Une carte de tous les endroits où je n'irai jamais, de toutes les pièces que je ne reverrai plus. Le bloc opératoire où j'y avais l'habitude de tenir des cœurs humains entre mes mains. La cuisine où Isabelle préparait son café imbuvable et riait quand je m'en plaignais. La chambre de Mathieu, qui avait encore des étoiles phosphorescentes au plafond, même quand il avait 17 ans. Tout cela avait disparu. Mais jeudi est arrivé malgré tout. J'y ai pris la ligne 7 du métro à la station Fort des Aubervilliers. La rame était bondée par l'affluence de l'après-midi. Je me tenais près de la porte, agrippé à la barre métallique, vêtu du seul costume que je possédais encore. Je l'avais acheté chez Emmaüs. Les poignets étaient élimés et ils sentaient la naphtaline, mais c'était mieux que le jean et la chemise en flanelle que je portais pour mon travail de plongeur dans un restaurant de Belleville. La Défense était une forêt de verre et d'acier. Je travaillais autrefois juste à côté, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'y avais l'habitude de garer ma Mercedes dans le parking souterrain et de prendre l'ascenseur jusqu'à l'étage de chirurgie. J'y étais quelqu'un. Maintenant, j'y étais un homme dans un costume des occasions, donnant son nom à un agent de sécurité qui me regardait comme si j'y allais voler quelque chose. 48e étage, a-t-il dit en désignant les ascenseurs. La cabine était pleine de gens en vêtements coûteux. Je me suis tenu dans un coin, regardant les chiffres défiler. 30, 40, 45. Personne ne me regardait. J'y étais invisible. Cela me convenait. J'y avais été invisible pendant 3 ans.
Le cabinet des avocats n'était que marbre et bois sombre. Le bureau des accueils ressemblait à celui d'un hôtel 5 étoiles. La réceptionniste était jeune, jolie, avec un micro-casque. Jean-Pierre Beaumont, j'y ai dit. J'y ai rendez-vous avec Maître Delaunay. Elle a regardé son écran. Son expression a légèrement changé. Pas grand-chose, juste assez pour me faire comprendre qu'elle avait lu quelque chose sur moi. Asseyez-vous, monsieur Beaumont. On s'occupera de vous sous peu. La salle des attentes disposait de fauteuils en cuir et de magazines financiers. Les Échos, Challenge. Je ne me suis pas assis. Je suis resté près de la fenêtre à regarder Paris, la Tour Eiffel, et l'Arc de Triomphe, la Seine au loin, grise et froide. J'y emmenais autrefois Mathieu voir les matchs du PSG au Parc des Princes. Il mangeait des hot-dogs et renversait de la moutarde sur son maillot, et je prétendais être agacé. Isabelle riait de nous deux. Monsieur Beaumont. Je me suis retourné. Une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux sombres attachés, portant un tailleur gris anthracite. Claire Delaunay. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Veuillez me suivre. La salle de conférence était au bout d'un long couloir. Des baies vitrées du sol au plafond surplombaient le quartier des affaires. Les boulevards s'étiraient en bas comme des rivières d'argent. J'y appartenais autrefois à ce monde. Maintenant, je me sentais comme un intrus. Un café. De l'eau. Non merci. Elle a désigné une chaise. Je me suis assis. Le cuir était souple et neuf. Tout dans cette pièce était souple et neuf. Tout, sauf moi. Nous attendons une autre personne, a précisé Maître Delaunay. Elle a ouvert un dossier sur la table. Je pouvais voir des documents à l'intérieur, mais je ne pouvais pas les lire dès où j'y étais. La porte s'est ouverte derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner. Je connaissais ce bruit de pas. Je l'entendais depuis 31 ans. D'abord les pas d'un bambin apprenant à marcher, puis ceux d'un adolescent rentrant après le couvre-feu. Puis ceux d'un jeune homme en chaussures de ville, en colère et plein de certitude. Que est-ce qu'il fout ici? Mathieu. Je me suis tourné sur ma chaise. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, grand, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que tout mon immeuble de banlieue. Il avait les yeux d'Isabelle, sombres, vifs, impitoyables. Monsieur Beaumont, a dit Maître Delaunay calmement. Je vous en prie, asseyez-vous. Je sais que c'est inattendu, mais il a tué ma mère. La voix de Mathieu était froide, contrôlée, la voix d'un homme qui avait passé des années à apprendre à ne pas hurler. Il n'a rien à faire ici. Quoique ma mère ait laissé, il n'y a aucun droit. Mathieu, j'y ai dit doucement. Ne dis rien, il a levé une main. Ne prononce pas mon nom. Tu as perdu ce droit le soir où tu t'es mis au volant ivre et que tu as projeté maman contre ce putain de poteau électrique. Le souvenir est revenu comme toujours, tranchant, éclatant et terrible. Le bruit du métal qui se froisse, le verre qui se brise, le cri d'Isabelle qui s'arrête net. J'y ai fermé les yeux. Monsieur Beaumont, a dit l'avocate à Mathieu, je comprends votre colère, mais je vous demande, par courtoisie professionnelle, de vous asseoir et de me laisser terminer la lecture du testament de votre mère. Si vous voulez toujours partir après cela, je ne vous en empêcherai pas. Mathieu m'a fixé longuement. Je pouvais voir la haine dans ses yeux. C'était une haine pure, propre et absolue. Puis il s'est assis à l'autre bout de la table, aussi loin de moi que possible. Maître Delaunay s'est raclé la gorge. Merci à tous les deux. Ceci est l'acte de dernière volonté d'Isabelle Elisabeth Beaumont, daté du 18 mars, il y a 5 ans, 2 mois avant son décès. Elle a ouvert le dossier et a commencé à lire. C'était standard au début. Les actifs d'Isabelle. La maison à Neuilly vendue. Son portefeuille des investissements d'environ 4 millions d'euros. Ses effets personnels, ses bijoux, sa collection des articles à mon fils, Mathieu Jean Beaumont, a lu l'avocate. Je lègue l'intégralité de mes biens, à l'exception des éléments spécifiés ci-dessous. Mathieu n'a pas réagi. Il s'y attendait probablement. Bien sûr, il héritait de tout. J'y étais un criminel condamné, un conducteur ivre, un meurtrier. Cependant, a poursuivi Maître Delaunay, il y a une lettre jointe de Madame Beaumont adressée à vous deux. Elle a demandé qu'elle soit lue à haute voix en votre présence.
Elle a sorti une simple feuille de papier. Ses mains étaient stables, mais j'y ai remarqué qu'elle a jeté un coup d'œil à Mathieu avant de commencer, comme pour le préparer. Mathieu et Jean-Pierre. Elle avocate a lu, si vous entendez ceci, c'est que je suis morte et j'y ai besoin de vous dire la vérité avant de perdre mon courage. La pièce est devenue silencieuse. Le soir de l'accident, c'est moi qui conduisais. Pas Jean-Pierre. J'y avais bu lors du gala de charité à l'Opéra. 3 verres de vin, peut-être 4. Je ne me souviens plus. Jean-Pierre a essayé de me prendre les clés, mais j'y ai insisté. J'y insistais toujours. Je pensais toujours avoir raison. Le visage de Mathieu est devenu livide. Nous nous disputions dans la voiture pour une bêtise. Et l'argent. Les horaires de Jean-Pierre à l'hôpital. Je ne me rappelle même plus ce qui a déclenché tout ça. J'y allais trop vite. La route était mouillée. J'y ai perdu le contrôle dans le virage près du cimetière du Père-Lachaise. J'y ai percuté le poteau du côté conducteur, mon côté. Mes mains tremblaient. J'y ai agrippé les accoudoirs de ma chaise. J'y aurais dû mourir. Les médecins ont dit que c'était un miracle que j'y ai survécu. Mais Jean-Pierre était sur le siège passager. Il allait bien, juste un bras cassé. Et quand la police est venue à l'hôpital, quand ils ont demandé ce qui s'était passé, Jean-Pierre a dit que c'était lui qui conduisait. Il a dit qu'il avait trop bu. Il a dit que c'était sa faute. Maître Delaunay a fait une pause, a pris une inspiration et a continué. Je l'ai laissé dire. Que Dieu me pardonne. Je l'ai laissé porter le blâme parce que j'y étais procureur de la République. Parce que ma carrière aurait été finie. Parce que j'y étais une lâche. Jean-Pierre est allé en prison pendant 3 ans. Il a perdu son droit d'exercer la médecine. Il a tout perdu. Et je l'ai laissé faire. Je me suis dit que je réparerais les choses un jour. Je me suis dit que je dirais la vérité quand le moment serait venu. Mais j'y étais malade. Un cancer. Stade 4. Et j'y ai réalisé qu'il n'y aurait jamais de bon moment. Il n'y aurait qu'un trop tard. Mathieu s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée à la renverse. Non, a-t-il dit. Non, c'est impossible. Elle ne l'aurait jamais fait. Mathieu. L'avocate a continué sa lecture d'une voix ferme. Ton père m'aimait. Il t'aimait. Et quand il a pris la faute sur lui, ce n'était pas parce qu'il était ivre. C'était parce qu'il voulait protéger notre famille. Il pensait que si j'y allais en prison, tu perdrais tes 2 parents. Il pensait que s'il y allait, au moins tu aimerais moi, ainsi que ton avenir et la maison et tout ce qu'il avait bâti. Je ne pouvais plus respirer. La pièce tournait. Il a fait un sacrifice que je ne pourrai jamais rembourser. Et j'y ai aggravé les choses en te laissant croire le pire de lui. En te laissant le haïr. En ne te disant pas la vérité. Je suis tellement désolé, Mathieu. Je suis tellement désolé, Jean-Pierre. Je ne mérite pas votre pardon. Mais je le demande quand même. Ceci est ma confession. Ceci est ma vérité. Maître Delaunay a posé la lettre. Il y a plus, a-t-elle dit doucement. Madame Beaumont a laissé des instructions pour que je présente des preuves corroborant sa déclaration, des rapports de police avec des incohérences, des dossiers médicaux montrant que les blessures de Madame Beaumont étaient compatibles avec un impact côté conducteur. Et une clé USB contenant une vidéo qu'elle a enregistrée 2 mois avant sa mort, répétant cette confession. Mathieu me fixait. Sa bouche était entr'ouverte. Ses yeux étaient rouges. Toi, sa voix s'est brisée, tu es allé en prison pour elle. Je ne pouvais pas parler. Si je parlais, j'y allais m'effondrer. Elle s'est suicidée, a chuchoté Mathieu. Le cancer, la culpabilité, c'est pour ça qu'elle a fait une overdose des antidouleurs. C'est pour ça que les médecins ont dit que c'était accidentel, mais je savais qu'elle avait fait exprès. Monsieur Beaumont, a dit l'avocate en s'adressant à Mathieu, il y a une dernière chose. Votre mère a modifié son testament après son diagnostic, les 4 millions d'euros qu'elle a laissés. Elle a spécifié qu'il devait être divisé. 2 millions pour vous. 2 millions pour votre père. Mathieu a secoué la tête. Il ne peut pas. Il a été condamné. Est-ce que ça ne change rien? La condamnation était basée sur un plaidoyer de culpabilité.
Avec ces nouvelles preuves, votre père peut demander une réhabilitation judiciaire. Ce ne sera pas immédiat, mais c'est possible. Madame Beaumont a travaillé avec une équipe juridique pour préparer les documents. Tout est ici. Elle a poussé une épaisse enveloppe sur la table vers moi. Je l'ai regardée, cette enveloppe, la possibilité qu'elle représentait, la vie que je pourrais récupérer, le nom, la dignité, et l'argent qui pourrait m'acheter plus qu'un plafond tacheté des humidités. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? La voix de Mathieu était petite maintenant, brisée. Papa, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? J'y ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois en 5 ans. Parce que tu avais besoin de croire en elle, j'y ai dit. C'était ta mère. Elle était brillante et forte et elle a fait une erreur terrible. Si je t'avais dit la vérité, tu aurais passé le reste de ta vie à la détester au lieu de me détester moi. Et je pouvais supporter ça. Elle ne le pouvait pas. Le visage de Mathieu s'est décomposé. Il a mis ses mains sur ses yeux. J'y ai dit des choses si horribles, papa, au procès, après. Je t'ai dit que j'y espérais que tu pourrirais en prison. Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te voir. Je t'ai dit. Je sais. Comment peux-tu? Il a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Comment peux-tu seulement me regarder? Parce que tu es mon fils. Ma voix était stable maintenant, plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années, et je le referais si cela signifiait te protéger. Mathieu s'est levé, a contourné la table, s'est arrêté devant moi, puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est agenouillé, a mis ses bras autour de moi et a sangloté contre mon épaule comme s'il avait de nouveau 5 ans. Je l'ai serré. J'y ai serré mon fils. Et pour la première fois en 5 ans, quelque chose en moi qui était gelé a commencé à dégeler. Claire Delaunay a discrètement quitté la pièce pour nous laisser de l'intimité. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment. Assez longtemps pour que le soleil se déplace dans le ciel et jette de nouvelles ombres sur le sol. Assez longtemps pour que Mathieu dise je suis désolé environ 100 fois. Assez longtemps pour que je dise je te pardonne environ 101 fois. Finalement, nous nous sommes rassis. Mathieu a essuyé ses yeux avec sa manche. Il paraissait plus jeune maintenant, moins lourd, comme si le poids qu'il portait s'était enfin envolé. Que est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé. Avec quel argent? Avec tout. J'y ai réfléchi. Le petit studio miteux, le travail de plongeur, la tâche des humidités qui ressemblait à une carte de nulle part. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Honnêtement, cela fait longtemps que je n'ai pas eu le luxe de choisir. Mathieu a hoché la tête. Puis il a dit très doucement, j'y ai vendu la maison. Après la mort de maman, je ne pouvais plus y vivre, mais j'y ai gardé des choses. Tes affaires. J'y ai des cartons dans un garde-meuble, tes livres de médecine, tes diplômes, des photos. Je me disais que je les gardais au cas où tu sortirais et que tu les voudrais, mais en vrai, je ne pouvais juste pas les jeter. Merci. Il y a autre chose. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti un petit écrin. Maman a laissé ça pour toi. L'avocate me l'a donné quand tu étais en prison, mais je ne pouvais pas. Je n'étais pas prêt. Mais maintenant. Il a poussé l'écrin sur la table. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une alliance. En or. Simple. Celle que j'y avais offerte à Isabelle il y a 33 ans quand nous nous étions mariés à la mairie parce que nous étions des étudiants en médecine fauchés qui ne pouvaient rien s'offrir de luxueux. Et sous la bague, il y avait un mot de l'écriture d'Isabelle. Je suis désolé de n'avoir pas été assez forte pour dire la vérité de mon vivant. Mais peut-être que je peux être assez courageuse dans la mort. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'y étais trop brisé pour le montrer. Ton Isa. J'y ai ramassé la bague. Elle était chaude et être restée dans la poche de Mathieu. Je l'ai glissée à mon doigt. Elle allait toujours. Mathieu m'observait. Est-ce que tu l'aimes encore? A-t-il demandé après tout ce qu'elle a fait? J'y ai regardé mon fils, avec les yeux de sa mère. Oui, ai-je dit. L'amour ne s'arrête pas parce que quelqu'un fait une erreur terrible. Ça devient juste plus compliqué. Nous avons quitté le cabinet des avocats ensemble, pris l'ascenseur pour descendre les 48 étages, et sommes sortis dans le froid de février. Paris commençait sa transformation nocturne.
Les employés de bureau rentraient chez eux, les lampadaires s'allumaient. La ville semblait différente de ce matin. Ou peut-être était-ce moi qui étais différent. Mathieu s'est arrêté au coin des une avenue. J'y ai un appartement dans le quartier du Marais, a-t-il dit. 2 chambres. La deuxième est vide. Si tu voulais, si tu avais besoin d'un endroit où rester le temps de réfléchir. J'y ai regardé mon fils, et l'homme qu'il était devenu, la personne qu'il avait bâtie malgré tout. J'y aimerais beaucoup, ai-je dit. Nous avons pris le bus vers l'ouest, assis côte à côte, sans beaucoup parler, sans en avoir besoin. Parfois le silence est une conversation en soi. L'appartement de Mathieu était moderne. Des lignes épurées, de grandes fenêtres, une vue sur les toits de Paris. Il m'a montré la deuxième chambre. Elle avait un vrai lit, un placard, aucune tache d'humidité au plafond. Je te donnerai un double des clés demain, a-t-il dit. Et nous irons au garde-meuble chercher tes affaires. Mathieu. Ouais. Merci. Il a hoché la tête, a détourné le regard. J'y ai 3 ans à rattraper. Beaucoup plus, en fait. Mais je me dis que 3 ans à avoir été un sale con avec mon père, c'est un bon début. Cette nuit-là, je me suis allongé dans un vrai lit pour la première fois en 3 ans. Les draps sentaient la lessive. L'oreiller était doux. À travers le mur, j'y entendais Mathieu bouger dans sa chambre, le bruit d'une autre personne vivant sa vie. C'était réconfortant. J'y ai pensé à Isabelle, à la femme qu'elle avait été, aux erreurs qu'elle avait commises, au poids de la culpabilité qu'elle avait portée jusqu'à ce que cela la tue. J'y ai pensé à la nuit de l'accident, la pluie sur le pare-brise, ses mains sur le volant, la façon dont elle pleurait en conduisant sans voir le virage avant qu'il ne soit trop tard. Le moment où j'y avais dû décider entre dire la vérité ou raconter un mensonge qui la sauverait. J'y avais choisi le mensonge, et cela m'avait tout coûté. Mais en y repensant maintenant, depuis cette chambre avec mon fils dormant dans la pièce des à côté, j'y ai réalisé quelque chose. Cela ne m'avait pas tout coûté. Cela m'avait coûté 3 ans, ma carrière et ma réputation, mais cela ne m'avait pas coûté mon fils. Pas pour toujours, juste pour un petit moment. Et peut-être que cela en valait la peine. 3 semaines plus tard, Maître Delaunay a rappelé. Monsieur Beaumont, j'y ai des nouvelles. Le procureur a examiné les preuves. Ils sont prêts à annuler votre condamnation. Cela prendra quelques mois pour finaliser, mais cela va arriver. Vous serez réhabilité. Je vais les remercier, j'y ai raccroché, je me suis tenu dans la cuisine de Mathieu et j'y ai regardé la ville. Mathieu est rentré du travail 1 heure plus tard. Je lui ai annoncé la nouvelle. Il m'a serré dans ses bras. Nous avons commandé des pizzas, nous sommes installés sur son canapé et avons regardé un match de football. Quand tu récupéreras ton droit d'exercer, a dit Mathieu à la mi-temps. Est-ce que tu vas recommencer la chirurgie? Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être que je ferai autre chose. Je pense à l'enseignement ou à la recherche, ou peut-être juste à prendre le temps de découvrir qui je suis maintenant. Qui es-tu maintenant? J'y ai réfléchi. Quelqu'un qui apprend encore. Mathieu a souri. C'est plutôt pas mal, papa. L'argent est arrivé en avril. 2 millions d'euros déposés sur un compte que Maître Delaunay m'a aidé à ouvrir. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Plus d'argent que ce dont j'y avais besoin. J'y en ai donné la moitié à Mathieu. Papa, non. Si. Ta mère voulait que tu l'aies, et je veux que tu l'aies. Utilise-le pour ce dont tu as besoin. Un appartement, un mariage, des enfants, peu importe la suite. Que est-ce que tu vas faire du tien? J'y avais réfléchi. Il y a une association médicale qui offre des chirurgies gratuites pour les personnes démunies. Je vais faire un don, créer un fonds, peut-être être bénévole et s'ils veulent de moi. Maman aurait aimé ça. Peut-être. En juillet, ma condamnation a été formellement annulée. Cela a fait les journaux. Un chirurgien réhabilité après les aveux posthumes de sa femme. Les reporters m'ont appelé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. La vérité était sortie. C'était suffisant. Mathieu et moi sommes allés sur la tombe d'Isabelle ce jour-là, avons apporté des fleurs, sommes restés sous la chaleur de l'été à regarder sa pierre tombale. Isabelle Élisabeth Beaumont, épouse et mère bien-aimée, 1962 à 2019.
devrions-nous la changer, a demandé Matthieu. Ajouter quelque chose sur la vérité. Non, j'y ai dit, laisse-la reposer. Nous sommes restés là encore un moment. Puis nous sommes rentrés. Ce soir-là, je me suis assis dans ma chambre chez Matthieu et j'y ai écrit tout ceci. Chaque mot, chaque souvenir, chaque instant depuis la tache des humidités sur le plafond jusqu'à cette phrase précise parce que j'y ai besoin que Matthieu sache quelque chose. J'y ai besoin qu'il sache que je ne blâme pas sa mère. Que je ne regrette pas le choix que j'y ai fait. Que l'amour est plus compliqué que le bien et le mal. Et que parfois, les plus grands sacrifices sont ceux que personne ne voit. J'y ai besoin qu'il sache qu'il ne m'a pas laissé tomber en croyant sa mère. Qu'il ne m'a pas déçu en me haïssant. Tout cela était exactement ce qui devait arriver parce que cela signifiait que les dernières années d'Isabelle n'ont pas été passées en prison. Et cela signifiait que Matthieu a pu garder sa mère comme quelqu'un à admirer au lieu de quelqu'un à rejeter. Mais surtout, j'y ai besoin qu'il sache ceci. Il y a 2 mois, on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas, stade 4. La même chose qui a tué Isabelle. Les médecins me donnent 6 mois, peut-être moins. Je ne l'ai pas encore dit à Matthieu. Je le ferai bientôt. Mais d'abord, j'y avais besoin d'écrire ceci. J'y avais besoin qu'il ait toute l'histoire. Pas seulement les parties dont il a été témoin, mais celles qu'il n'a pas vues. Les pensées que j'y avais dans cette cellule de prison. Les lettres que j'y ai écrites mais jamais envoyées. Les moments où j'y ai failli craquer mais où je ne l'ai pas fait, parce que je savais qu'il avait besoin que je sois fort. Ceci est mon testament, Matthieu. Mes dernières volontés. Pas le genre juridique. Maître Delaunay s'occupe de ça. C'est l'autre genre. Celui qui te dit ce en quoi je crois, ce que j'y espère pour toi, ce que je veux que tu emportes avec toi. Je veux que tu saches qu'être ton père a été le plus grand honneur de ma vie. Chaque moment, même les plus durs, surtout les plus durs. Je veux que tu saches que ta mère t'aimait de chaque fibre de son être. Elle a fait une erreur terrible, mais cela ne la définit pas. Ne laisse pas cela définir ton souvenir d'elle. Je veux que tu saches que tu vas t'en sortir. Tu es fort et bon et brillant. Tu vas construire une vie magnifique. Et un jour, quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras pourquoi les parents font les choix qu'ils font, pourquoi nous mentons parfois, pourquoi nous sacrifions, pourquoi nous endossons la faute. Et l'argent est à toi. Tout est l'argent. Le million que j'y ai gardé plus tout ce qui reste. Utilise-le bien. Utilise-le pour aider les gens. Utilise-le pour construire quelque chose qui compte. Et si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Cela signifie que le cancer a gagné. Cela signifie que nous avons eu notre temps ensemble. Et j'y espère que c'était assez. J'y espère que tu sais que je t'avais pardonné avant même que tu ne t'excuses. J'y espère que tu sais que je recommencerai tout. J'y espère que tu sais que je t'aime pour toujours. Papa. J'y ai scellé l'enveloppe, je l'ai donnée à Maître Delaunay avec instruction de la remettre à Matthieu après mon départ. Elle n'a pas posé de questions. Les avocats sont doués pour ça. Puis je suis rentré dans le Marais, j'y ai préparé le dîner avec Matthieu, regardé un autre match, ri de ses blagues nulles, vécu ma vie comme si j'y avais tout le temps du monde. Même si je connaissais la vérité. La vérité est qu'aucun des entre nous n'a tout le temps du monde. Nous avons juste le temps qui nous est donné. Et ce qui compte, ce n'est pas combien de temps nous avons, mais ce que nous en faisons. J'y ai choisi d'aimer mon fils. J'y ai choisi de protéger ma femme. J'y ai choisi de porter le poids pour qu'il n'ait pas à le faire. Et quand je fermerai les yeux pour la dernière fois, je les fermerai en sachant que j'y ai fait le bon choix. Parce que c'est ce que font les pères. Nous portons le poids et nous ne lâchons jamais. Cette histoire nous plonge au cœur des sacrifices invisibles et de la complexité des liens familiaux. Le geste de Jean-Pierre Beaumont est à la fois héroïque et tragique car il accepte de perdre sa réputation et sa liberté pour préserver l'image d'une mère aux yeux de son fils. C'est une réflexion poignante sur la rédemption et le pardon qui nous rappelle que derrière chaque acte jugé par la société se cache parfois une vérité bien plus profonde et humaine. Le récit met en lumière la force du silence et la capacité d'un père à porter une croix qui ne lui appartient pas par pur amour. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un mensonge peut être considéré comme un acte d'amour et s'il protège ceux que l'on aime, ou pensez-vous que la vérité doit toujours primer, quelles qu'en soient les conséquences?
Auriez-vous été capable de faire le même sacrifice que Jean-Pierre pour votre famille? Partagez votre avis dans les commentaires, cela m'intéresse de lire vos perspectives sur ce dilemme moral.